Normalement, le temps avance. Les pays changent, les villes se modernisent, les générations remplacent les anciennes, et le monde continue sa route. Pourtant, il existe une île où beaucoup de visiteurs ont l'impression que le temps s'est arrêté il y a plusieurs décennies. Pendant longtemps, la culture populaire internationale a vendu une image très particulière de cette île tropicale. Dans les films, les documentaires et les magazines, elle apparaissait comme une petite nation courageuse qui résistait à une immense puissance économique. Un endroit rempli de musique, de soleil, de cigares, de rhum, de voitures américaines anciennes et de révolutionnaires devenus des légendes. Des millions de personnes ont cru à cette histoire. Partout dans le monde, les portraits de célèbres guérilleros sont devenus des symboles de liberté et de rébellion. Des étudiants portaient leur visage sur des t-shirts. Des touristes arrivaient avec l'idée de découvrir une société fière, indépendante et fidèle à ses principes, même face aux difficultés. Mais cette image séduisante ne correspond presque plus à la réalité vécue chaque jour par la majorité des habitants. Derrière les plages, les cocktails, la musique et les rues colorées, se cache un pays enfermé dans un système qui, avec le temps, s'est transformé en une immense impasse. Un endroit où partir peut parfois sembler être la seule solution, même lorsque cela implique de prendre des risques considérables. La Révolution promettait davantage d'égalité, davantage de justice et un avenir meilleur pour les citoyens ordinaires. Pourtant, au fil des années, beaucoup ont vu autre chose apparaître, une économie affaiblie, des opportunités limitées et une lutte permanente pour satisfaire les besoins les plus simples. Ce que les visiteurs appellent de souvent le « charme rétro » est parfois simplement le visage visible de la pauvreté. Les vieilles voitures circulent encore, non pas parce que tout le monde aime la nostalgie, mais parce que beaucoup n'ont pas les moyens d'acheter autre chose. Les bâtiments délabrés ne sont pas des décors pittoresques. Ils se dégradent parce qu'il manque les ressources nécessaires pour les réparer. Pendant des années, les discours officiels ont parlé de réussite, de dignité et de progrès. Pourtant, derrière ces promesses, de nombreuses familles font face à des magasins vides, à des coupures d'électricité répétées, à des salaires très faibles et à une recherche quotidienne de produits essentiels comme le savon, l'huile, le riz ou les médicaments. Le pays semble vivre dans une attente permanente, l'attente d'un lendemain meilleur qui paraît toujours repoussé. Et tandis que les visiteurs profitent du soleil au bord de la mer, beaucoup d'habitants vivent avec la fatigue, l'incertitude et l'impression que le mot « liberté » a perdu une grande partie de son sens. L'air salé et l'humidité tropicale finissent toujours par abîmer les villes. C'est normal. Mais à La Havane, un autre facteur a aggravé les dégâts au fil des décennies. L'abandon progressif de tout ce qui permet à une ville de rester vivante. La plupart des touristes ne découvrent qu'une petite partie soigneusement entretenue de la capitale. Ils se promènent dans les rues restaurées du centre historique, photographient des façades colorées, écoutent de la musique en terrasse et admirent les bâtiments coloniaux rénovés. À première vue, tout semble magnifique. Mais cette impression disparaît très vite dès que l'on quitte les quartiers les plus visités. Quelques rues suffisent pour découvrir une autre réalité. La véritable La Havane apparaît alors, une immense ville qui semble s'effondrer lentement sous son propre poids. Des immeubles qui appartenaient autrefois à des familles riches, à des industriels ou à des hommes d'affaires étrangers sont devenus des bâtiments fragiles où vivent encore des milliers de personnes parce qu'elles n'ont nulle part où aller. La peinture a disparu depuis longtemps sur de nombreuses façades. L'humidité ronge les murs. Le métal rouillé sort du béton fissuré comme des os visibles à travers une blessure. Chaque saison des pluies emporte un peu plus de ce qui reste. Pour certains habitants, vivre dans ces immeubles signifie accepter qu'un plafond puisse s'écrouler à n'importe quel moment. Des balcons tombent régulièrement dans la rue. Des toitures s'effondrent après de fortes pluies.
Des familles ont déjà perdu des proches sous les décombres de leur propre logement. Le plus troublant n'est même pas ces accidents. Le plus troublant est qu'ils sont devenus presque ordinaires. Des générations entières vivent entassées dans de petits espaces. Parents, enfants et grands-parents partagent souvent le même appartement, faute d'alternatives abordables. Certaines familles construisent même des plateformes improvisées en bois à l'intérieur des logements, afin de créer quelques couchages supplémentaires. Mais ces ajouts fragilisent encore davantage des structures déjà très dégradées. Et le danger ne s'arrête pas aux bâtiments. Les infrastructures elles-mêmes sont en mauvais état. Les canalisations sont anciennes, souvent cassées. Dans plusieurs quartiers, l'eau courante est irrégulière ou totalement absente pendant certaines périodes. Les habitants attendent parfois des camions-citernes pour remplir des seaux et des réservoirs. Des personnes âgées montent chaque jour plusieurs étages avec de lourds bidons parce que les ascenseurs sont hors service depuis des années. Dans les rues, les odeurs d'humidité, d'eaux usées, de déchets et de moisissures sont omniprésentes. Pendant ce temps, près du littoral, de nouveaux hôtels modernes continuent d'apparaître. Climatisation, éclairage permanent, piscines, restaurants et produits importés. Tout est conçu pour les visiteurs étrangers capables de payer en devises fortes. Le contraste est difficile à ignorer. D'un côté, des touristes profitent de chambres confortables face à la mer. De l'autre, des familles placent des bâches en plastique au-dessus de leur lit pendant la saison des pluies parce que l'eau traverse directement leur plafond. Peu à peu, les habitants se sont habitués à ce qui ne devrait jamais sembler normal. Les coupures d'électricité, les murs couverts de moisissures, les fenêtres cassées et l'inquiétude chaque fois qu'une tempête approche. Parfois, certains allument la radio ou mettent de la musique simplement pour couvrir le bruit des morceaux de béton qui tombent du plafond. La Havane ne ressemble plus vraiment à une capitale dynamique. Elle ressemble davantage au reste fatigué d'une ville qui fut autrefois prospère, élégante et pleine de vie, mais qui se dégrade lentement sous les yeux du monde, pendant que beaucoup continuent d'admirer uniquement la version de carte postale. Certains pays ressemblent à des machines modernes. Chaque élément a une fonction précise. Les entreprises produisent, les travailleurs avancent dans leur carrière, les jeunes préparent leur avenir et chacun a le sentiment que ses efforts peuvent réellement améliorer sa vie. Mais cette île ne ressemble plus à une machine. Elle ressemble plutôt à un immense navire rouillé, perdu au milieu de l'océan. Un navire qui a cessé d'avancer depuis longtemps. Pourtant, à bord, tout le monde continue de faire comme si le voyage suivait encore son cours normal. C'est là que se trouve le véritable diagnostic du problème. Car ce qui se passe ne peut pas être expliqué uniquement par la pauvreté, les pénuries ou les difficultés économiques. Le problème est plus profond. Imaginez un vieux bateau qui a quitté le port avec de grandes promesses. Le capitaine annonce un voyage historique. Les passagers applaudissent. Tout le monde croit qu'un avenir meilleur les attend. Puis, les années passent. Les moteurs commencent à s'user. Les tuyaux fuient. Les réserves diminuent. L'électricité devient instable. L'humidité attaque les parois métalliques. La rouille apparaît partout. Au début, les dégâts semblent limités, puis ils deviennent permanents. C'est exactement ce qui s'est produit ici. Les promesses de départ parlaient d'une société plus juste, plus forte et plus égalitaire. Mais avec le temps, le système a créé une réalité différente. Une réalité où survivre dépend souvent davantage de la débrouille, des relations personnelles, du marché parallèle ou de l'argent envoyé depuis l'étranger que du travail officiel. Et pourtant, malgré tous les signes visibles de détérioration, les annonces triomphales continuent. Comme sur ce navire imaginaire, les haut-parleurs diffusent toujours la même musique, les mêmes slogans, les mêmes discours, les mêmes promesses répétées année après année. Le système continue à affirmer que tout est sous contrôle. Mais les passagers voient autre chose. Ils voient les fissures.
Il voit les pannes. Il voit les réserves diminuer. Il voit les problèmes s'accumuler. Et surtout, il voit que le bateau n'avance plus. C'est là que la situation devient particulière, parce que la majorité des habitants ne croient plus vraiment au récit officiel. Pourtant, tout le monde continue à jouer son rôle. La vie quotidienne ressemble peu à peu à une immense représentation. L'État prétend que les salaires sont suffisants. Les travailleurs prétendent être motivés. Les médias officiels prétendent que l'économie progresse. Les citoyens prétendent parfois croire encore au système. Mais derrière cette façade, chacun essaie simplement de survivre. Des médecins cherchent des moyens de compléter leurs revenus. Des chauffeurs vendent discrètement du carburant. Des employés cachent certains produits pour les revendre plus tard. Des ouvriers récupèrent du matériel là où ils peuvent, non parce qu'ils sont devenus des criminels, mais parce que les revenus officiels ne permettent souvent pas de vivre correctement. Peu à peu, le pays a cessé de fonctionner comme une société normale. Le lien entre effort et récompense s'est progressivement brisé. Pourquoi étudier pendant 10 ans si un emploi peu qualifié dans le tourisme rapporte davantage? Pourquoi travailler plus dur si cela ne change presque rien à la situation personnelle? Pourquoi faire confiance à des promesses qui n'ont jamais été tenues? Lorsque ces questions deviennent normales, quelque chose d'essentiel disparaît. La confiance dans l'avenir, et c'est précisément la partie la plus dangereuse des dégâts. Car un moteur cassé peut être réparé, un bâtiment peut être reconstruit, une route peut être rénovée. Mais lorsqu'une société perd confiance dans son futur, la réparation devient beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, des millions de personnes vivent dans 2 réalités en même temps. En public, elles participent aux cérémonies officielles, répètent certains discours et affichent une loyauté de façade. En privé, elles critiquent le système, cherchent des solutions alternatives et rêvent souvent de partir. Cette double vie crée une atmosphère étrange. Le pays condamne officiellement le capitalisme tout en dépendant fortement de l'argent du tourisme et des fonds envoyés depuis l'étranger. L'État parle d'égalité, tandis que certains magasins sont accessibles uniquement à ceux qui possèdent des devises étrangères. Les discours célèbrent la dignité nationale, alors que de nombreuses familles passent des heures à chercher du savon, du pain ou des médicaments. Les contradictions sont devenues impossibles à ignorer. Et au milieu de tout cela se trouvent des millions de personnes profondément fatiguées. Beaucoup de jeunes ne ressentent même plus de colère. Ils ressentent surtout du vide. Ils ont vu leurs parents travailler pendant des décennies sans parvenir à construire une vie stable. Ils ont vu les quartiers se dégrader, les opportunités disparaître et les promesses rester sans résultat. Très tôt, ils ont compris qu'un sacrifice n'assurait aucune récompense. C'est pourquoi tant d'entre eux rêvent avant tout de partir, non parce qu'ils détestent leur pays. Au contraire, ils aiment leur famille, leur culture, leur langue, leur musique et leurs souvenirs. Mais ils ont le sentiment qu'on leur a retiré quelque chose de fondamental, la possibilité d'imaginer un avenir normal. Voilà pourquoi la métaphore du navire est si importante. L'île ressemble à un vieux bateau rouillé qui flotte encore, non parce qu'il est en bon état, mais parce que ses passagers n'osent pas tous l'abandonner en même temps. Chaque année, de nouvelles fissures apparaissent. Chaque année, davantage de jeunes cherchent une sortie. Et pendant ce temps, les responsables restent sur le pont, en affirmant que tout va bien, alors que l'odeur de rouille, d'usure et de déclin envahit progressivement chaque partie du navire. La fin est probablement le juge le plus honnête de n'importe quel système politique. Un gouvernement peut prononcer des milliers de discours. Il peut afficher des slogans sur tous les murs du pays. Il peut expliquer chaque difficulté par des ennemis extérieurs ou des circonstances exceptionnelles. Mais lorsqu'une famille ouvre son réfrigérateur
et n'y trouvent presque rien, toutes les théories perdent soudainement leur valeur. C'est exactement ce qui s'est produit ici. La Révolution promettait qu'aucun citoyen ne manquerait jamais de nourriture. Elle promettait la sécurité, la stabilité et une vie digne pour tous. Pourtant, plusieurs décennies plus tard, une grande partie de la population organise toujours ses journées autour d'une préoccupation simple: trouver de quoi manger. Avec le temps, l'économie tout entière s'est transformée en une immense lutte quotidienne pour la survie. Le symbole le plus visible de cette situation est un petit carnet utilisé depuis des générations, le carnet de rationnement. Lors de son introduction, au début des années 1960, il devait être une solution temporaire destinée à faire face à une période difficile. Mais les années ont passé, puis les décennies, et le carnet est resté. Pour de nombreuses familles, il représente encore aujourd'hui une partie essentielle de leur alimentation. Grâce à ce système, les citoyens peuvent acheter des quantités limitées de produits de base: riz, sucre, haricots, sel ou quelques œufs. Souvent, ces modestes quantités font la différence entre manger correctement et souffrir de la faim. La viande fraîche est devenue un luxe inaccessible pour beaucoup. Le poulet apparaît parfois dans les magasins, mais en quantité limitée. Le lait est généralement réservé aux jeunes enfants ou aux femmes enceintes. Pour les autres, les choix sont extrêmement réduits. Même obtenir ces produits demande un effort considérable. Avant le lever du soleil, des files d'attente commencent déjà à se former devant certains commerces. Des retraités, des mères de famille, des travailleurs fatigués. Tous attendent, pendant des heures, sous une chaleur écrasante avec le même espoir: que les marchandises arrivent avant l'épuisement des stocks. Car il n'y en a presque jamais assez pour tout le monde. Lorsqu'une livraison d'huile, de savon ou de riz apparaît enfin, l'ambiance change immédiatement. Les tensions montent. Les discussions deviennent plus agressives. Chacun sait qu'une occasion manquée aujourd'hui peut signifier plusieurs jours supplémentaires de difficultés. Dans certains magasins, les rayons donnent l'impression d'avoir été abandonnés depuis longtemps. Des étagères presque vides, des réfrigérateurs inutilisés, quelques bouteilles d'alcool alignées sous une lumière faible. Et très peu de choses autour. Pourtant, à quelques kilomètres seulement, une autre réalité existe. Des supermarchés mieux approvisionnés proposent des produits importés, du fromage, de la viande, des produits d'hygiène et de nombreux articles du quotidien. Mais ces magasins fonctionnent principalement avec des devises étrangères: dollars, euros, cartes bancaires, alimentées par de l'argent venu de l'extérieur. C'est ici qu'apparaît l'une des plus grandes contradictions du système. Une révolution qui promettait l'égalité a progressivement créé une nouvelle séparation entre ceux qui disposent de devises étrangères et ceux qui dépendent uniquement de leur salaire officiel. Une famille recevant de l'argent d'un proche vivant à Miami, Madrid ou ailleurs peut vivre relativement correctement. Elle peut acheter davantage de nourriture, davantage de produits essentiels, davantage de confort. Pendant ce temps, un médecin, un ingénieur ou un enseignant travaillant à temps plein peut avoir du mal à nourrir correctement sa famille. Cette situation a profondément modifié la perception du travail. Peu à peu, beaucoup de citoyens ont cessé de croire que les efforts honnêtes permettaient réellement d'améliorer leur vie. Pourquoi consacrer de longues années à des études difficiles si un serveur travaillant dans le tourisme gagne davantage grâce au pourboire? Pourquoi rechercher l'excellence lorsque la récompense reste pratiquement la même? Cette logique a progressivement détruit l'idée même du mérite. L'économie a alors commencé à fonctionner selon d'autres règles. Les relations personnelles sont devenues essentielles. Les échanges informels se sont multipliés. Le marché parallèle s'est développé partout. Presque tout s'obtient grâce au contact. Un médicament trouvé par connaissance, du carburant obtenu discrètement, des matériaux revendus en privé, des produits conservés puis échangés à un prix supérieur.
La frontière entre ce qui est légal et ce qui ne l'est pas est devenue floue. Et pour beaucoup de citoyens, ces pratiques ne sont même plus perçues comme immorales. Elles sont simplement devenues nécessaires. Lorsqu'un système ne fournit plus ce dont les gens ont besoin, les gens construisent un système parallèle. La situation paraît encore plus étrange lorsqu'on observe les ressources naturelles du pays. L'île possède un climat favorable, des terres fertiles, des conditions idéales pour l'agriculture. Sur le papier, elle pourrait produire une grande quantité de nourriture. Mais la réalité est très différente. Au fil des années, le secteur agricole s'est affaibli. De nombreux agriculteurs doivent vendre une partie importante de leur production à des prix imposés et peu avantageux. Travailler davantage ne signifie souvent pas gagner davantage. La motivation disparaît alors progressivement. Certains champs sont abandonnés, des terres restent inutilisées, la production stagne ou diminue. Et malgré cela, les explications officielles changent rarement. Les causes extérieures sont régulièrement mises en avant. Pourtant, un problème plus profond apparaît clairement. Beaucoup de citoyens ne croient plus que leurs efforts peuvent modifier leur situation. Le même phénomène est visible dans les transports. Les visiteurs adorent photographier les anciennes voitures américaines qui circulent encore dans les rues de la Havane. Les images font le tour du monde. Elles deviennent des symboles de charme et de nostalgie. Mais pour les habitants, ces véhicules racontent une autre histoire. La plupart ne sont plus vraiment d'origine. Les moteurs ont été remplacés plusieurs fois. Des pièces provenant de camions, de tracteurs ou de machines industrielles ont été adaptées au fil des années. Sous la peinture brillante se cachent souvent des réparations improvisées, des câbles visibles, des systèmes bricolés, des pièces fabriquées à la main. Les mécaniciens ressemblent parfois davantage à des chirurgiens d'urgence qu'à des réparateurs automobiles. Ils inventent des solutions pour maintenir des véhicules en circulation alors qu'ils auraient dû disparaître depuis longtemps. L'achat d'une voiture moderne reste inaccessible pour une grande partie de la population. Les restrictions et les coûts sont trop élevés. Alors les familles continuent à utiliser des véhicules vieux de plusieurs décennies parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Les transports publics connaissent également de graves difficultés. Des milliers de personnes attendent quotidiennement sous la chaleur pour monter dans des bus surchargés. Parfois, elles restent debout pendant de longues heures dans des conditions extrêmement inconfortables. Se déplacer d'un point à un autre devient une activité qui consomme énormément de temps et d'énergie. À certains moments, les autorités ont même mis en place des règles obligeant certains conducteurs publics à transporter des passagers rencontrés sur les routes, simplement parce que le réseau de transport ne suffisait plus. Lorsqu'un pays commence à perdre sa capacité à nourrir correctement sa population, à récompenser le travail, à produire efficacement et à assurer des déplacements normaux, le problème dépasse largement une simple crise économique. C'est un échec systémique. Partout apparaissent les mêmes symptômes. Des bâtiments qui se dégradent, des infrastructures vieillissantes, des pénuries récurrentes, des transports défaillants, des salaires insuffisants, une fatigue permanente. Et malgré tout cela, les discours officiels continuent à célébrer les succès du passé. Mais le véritable échec n'est pas seulement matériel. Le véritable échec est d'avoir détruit le lien fondamental entre l'effort et la récompense. Car lorsqu'une société cesse de croire que le travail, le talent et l'initiative peuvent améliorer l'avenir, son déclin commence bien avant que les bâtiments ne s'écroulent réellement. L'effondrement d'un pays ne commence pas toujours par une guerre, une révolution ou une catastrophe spectaculaire. Parfois, il avance lentement, presque silencieusement. On le voit dans les visages fatigués, dans les immeubles qui tombent en ruine, dans les longues files d'attente devant les magasins et dans le moment où les gens commencent à considérer comme normales des situations qui ne devraient jamais l'être. C'est exactement ce qui s'est produit ici. Chaque matin, la lutte commence dès le réveil.
Sur les photos touristiques, la Havane paraît magnifique. Les façades colorées brillent sous le soleil. La musique s'échappe des fenêtres. Les vieilles voitures circulent dans des rues pleines de charme. Mais vivre dans cette ville est une expérience totalement différente. Derrière les images se cache une réalité beaucoup plus dure. Dans de nombreux immeubles résidentiels, les murs sont couverts d'humidité et de moisissures. Les plafonds fuient dès que les pluies tropicales deviennent plus fortes. Certaines fenêtres ne ferment plus correctement. Les installations électriques sont anciennes et souvent dangereuses. Des familles entières vivent dans des appartements trop petits pour elles. Parents, enfants, grands-parents. Tous partagent parfois quelques pièces, seulement. Non par choix, mais parce qu'il n'existe presque aucune possibilité d'obtenir un logement plus adapté. Les ascenseurs sont souvent hors service depuis des années. Les systèmes d'eau tombent régulièrement en panne. Les coupures d'électricité arrivent sans prévenir. Et pourtant, des millions de personnes continuent à vivre dans ces conditions parce qu'elles n'ont tout simplement aucune autre option. Même les tâches les plus simples peuvent devenir épuisantes. Obtenir de l'eau est parfois un défi quotidien. Dans certains quartiers, les habitants attendent pendant des heures une pression suffisante dans les canalisations. Dans d'autres, ils dépendent de camions-citernes qui remplissent des réservoirs collectifs. Ensuite, il faut transporter l'eau jusqu'à l'appartement, parfois plusieurs étages à pied, souvent sous une chaleur écrasante. Pour les personnes âgées, cet effort devient particulièrement difficile. Pendant les mois les plus chauds de l'année, les logements se transforment en véritables fours. L'air circule mal. L'humidité envahit les pièces. Les moustiques sont partout. Lorsque l'électricité disparaît, même les vieux ventilateurs cessent de fonctionner. Des quartiers entiers restent plongés dans l'obscurité pendant des heures. La chaleur devient alors presque insupportable. Pour beaucoup de familles, la musique, la radio ou la télévision servent moins à se divertir qu'à oublier momentanément le poids de la réalité quotidienne. À l'extérieur, la situation n'est guère meilleure. Les déchets s'accumulent dans certaines rues. Les systèmes d'évacuation débordent régulièrement. L'odeur de l'humidité, des eaux usées, du carburant et des ordures se mélange dans l'air. Lorsque les coupures de courant touchent l'éclairage public, certains quartiers disparaissent complètement dans l'obscurité. Mais le plus triste est peut-être ailleurs. Le plus triste est que beaucoup de personnes se sont habituées à tout cela. L'être humain possède une incroyable capacité d'adaptation. Après des années de difficultés, beaucoup ont cessé d'attendre un véritable changement. Ils ne pensent plus à améliorer leur vie. Ils pensent simplement à traverser une journée de plus. La nourriture occupe une place centrale dans presque toutes les familles. Les conversations tournent souvent autour de la même question. Que va-t-on manger demain? Les mères calculent soigneusement comment répartir les réserves de riz, de haricots, de pain ou d'huile sur plusieurs jours. La cuisine n'est plus un plaisir. Elle devient une stratégie, un exercice de survie. De nombreuses recettes traditionnelles ont disparu de la table familiale parce que les ingrédients nécessaires sont devenus trop rares ou trop coûteux. Les habitants improvisent alors. Ils remplacent certains aliments par d'autres. Ils inventent de nouvelles recettes avec ce qu'ils trouvent. Parfois, le but n'est même plus de bien manger. Le but est simplement de calmer la faim. Et pendant que certaines familles comptent chaque grain de riz, une autre réalité existe à quelques kilomètres seulement. Dans les grands hôtels destinés aux visiteurs étrangers, les buffets regorgent souvent de nourriture. Viande, poissons, desserts, fruits tropicaux, produits importés. Pour beaucoup de travailleurs locaux, ce contraste est difficile à supporter. Certains passent leur journée à servir des repas luxueux à des touristes tout en sachant que leur propre famille mange beaucoup plus modestement à la maison. Ils voient parfois des quantités importantes de nourriture finir à la poubelle. Pendant ce temps,
Leurs enfants ont appris depuis longtemps à ne pas demander davantage. Cette situation a profondément transformé la société. De nombreux professionnels qualifiés ont quitté les métiers pour lesquels ils avaient étudié pendant des années. Des ingénieurs travaillent dans le tourisme, des enseignants transportent des bagages dans les hôtels, des médecins cherchent des revenus complémentaires après leur journée de travail, non parce qu'ils aiment ces emplois davantage, mais parce qu'ils permettent souvent de gagner plus. Un simple pourboire laissé par un visiteur étranger peut parfois représenter plusieurs jours de salaire officiel. Peu à peu, la logique de la survie a remplacé celle de la vocation. Le tourisme est devenu une source essentielle de revenus pour le pays, mais il a également créé un sentiment de frustration chez une partie de la population. Pendant longtemps, les meilleurs hôtels, certaines plages et plusieurs infrastructures modernes étaient principalement destinés aux visiteurs étrangers. Les habitants regardaient parfois ces lieux de loin, comme s'ils observaient un monde parallèle auquel ils n'appartenaient pas vraiment. Cette situation a laissé des traces psychologiques profondes. Les sourires adressés aux touristes étaient souvent sincères, mais derrière certains d'entre eux se cachait aussi la fatigue, la frustration et parfois un sentiment d'injustice. Une autre dimension importante de la vie quotidienne est la peur. Pas une peur spectaculaire, pas une peur visible à chaque coin de rue, une peur plus discrète, plus silencieuse, une peur qui s'installe dans les habitudes. Les gens apprennent à faire attention à ce qu'ils disent. Les conversations politiques se déroulent souvent à voix basse. Les familles évitent certains sujets en présence d'inconnus. Les voisins restent prudents. Cette méfiance est devenue une partie normale de la vie. Depuis longtemps, beaucoup ont intégré une règle simple. Mieux vaut ne pas attirer l'attention. Dire la mauvaise chose peut entraîner des conséquences. Perdre certaines opportunités. Rencontrer des difficultés professionnelles. Être considéré comme peu fiable politiquement. Dans un système où l'État occupe une place centrale dans presque tous les domaines importants, même de petites sanctions peuvent avoir des effets considérables. Alors beaucoup apprennent à jouer un rôle. En public, ils répètent certains discours. Ils participent à certaines cérémonies. Ils applaudissent lorsque cela est attendu. Mais en privé, ils pensent souvent autre chose. Vivre ainsi pendant des années finit par épuiser une société entière. Les jeunes générations ressentent particulièrement cette fatigue. Elles ont vu leurs parents travailler sans relâche, sans parvenir à construire une véritable stabilité. Elles ont vu les quartiers se détériorer, les opportunités disparaître, les promesses rester sans résultat. Alors beaucoup cessent progressivement d'imaginer leur avenir dans leur propre pays. Leur rêve principal n'est plus de réussir ici. Leur rêve est de partir vers l'Espagne, vers les États-Unis, vers n'importe quel endroit où ils pensent pouvoir construire une vie plus prévisible. Chaque année, de nouvelles familles se séparent. Des parents restent, des enfants partent. Des quartiers entiers perdent progressivement leurs habitants les plus jeunes. De nombreuses familles survivent aujourd'hui grâce à l'argent envoyé depuis l'étranger par un proche émigré. Tout semble revenir au même point. La fatigue. Fatigue physique provoquée par la chaleur, les pénuries, les transports et les files d'attente. Fatigue mentale née de l'incertitude permanente. Fatigue émotionnelle causée par l'impression de vivre dans une réalité qui ne change jamais vraiment. Et pourtant, chaque matin, la ville se réveille. Les gens continuent d'aller travailler. Les bus continuent de se remplir. La musique continue de sortir des fenêtres. Les enfants continuent de jouer dans les rues. La vie continue. Non parce que le système fonctionne parfaitement, mais parce que les habitants ont appris à survivre à l'intérieur de ces difficultés sans perdre complètement leur humanité. Chaque fois qu'un pays traverse une crise profonde, la même question finit toujours par apparaître. Qui est responsable ?
Qui a conduit la situation jusqu'à ce point? Qui doit rendre des comptes lorsque les infrastructures se dégradent, que les jeunes veulent partir et que la population perd confiance dans l'avenir? Sur cette île, cette question existe depuis longtemps. Mais pendant des décennies, elle a été recouverte par les discours officiels, les slogans politiques et les explications répétées, encore et encore. La réponse donnée par les autorités a presque toujours été la même. L'embargo. Et il faut être honnête, les sanctions économiques ont eu un impact réel. Elles ont compliqué les échanges commerciaux, limité certains investissements et rendu plus difficile l'accès à de nombreux produits. Personne ne peut sérieusement nier cette réalité. Mais lorsqu'on observe la situation dans son ensemble, il devient difficile d'expliquer tous les problèmes uniquement par un facteur extérieur. L'histoire montre que certains pays ont réussi à se développer malgré des crises, des sanctions ou des conditions difficiles. Ils ont innové, ils se sont adaptés, ils ont trouvé de nouvelles solutions. Ici, le problème semble plus profond, car au fil du temps, le système a progressivement affaibli sa propre capacité à fonctionner efficacement. Pendant des décennies, presque tous les secteurs importants ont été placés sous le contrôle d'un même centre de pouvoir. L'économie, les médias, l'éducation, l'agriculture, les transports, la santé, et parfois même les limites de ce qu'il était acceptable de penser ou de dire publiquement. Au départ, la Révolution promettait davantage de liberté pour les citoyens ordinaires, mais avec les années, elle a construit une structure extrêmement centralisée. Une structure où presque tout dépendait des décisions prises au sommet. Et lorsqu'un gouvernement contrôle presque tous les aspects essentiels de la vie nationale, il devient difficile de séparer ses responsabilités de ses résultats. Lorsque les magasins sont vides, lorsque les hôpitaux manquent de ressources, lorsque les routes se détériorent, lorsque les bâtiments tombent en ruine, lorsque les jeunes rêvent principalement de quitter le pays, la question de la responsabilité devient inévitable. Mais les conséquences les plus profondes ne sont pas seulement économiques, elles sont psychologiques. Pendant longtemps, le système a encouragé une forme de dépendance. Dépendance pour le travail, dépendance pour le logement, dépendance pour l'éducation, dépendance pour les opportunités, dépendance pour une grande partie des ressources nécessaires à la vie quotidienne. Plus une population dépend du système, plus il devient facile de la contrôler. C'est pourquoi l'initiative individuelle, la critique ouverte ou l'indépendance économique ont souvent été perçues avec méfiance. Dans de nombreux cas, les personnes les plus créatives, les plus ambitieuses ou les plus critiques ont rencontré des obstacles importants. Certaines ont été marginalisées. D'autres ont choisi l'exil. D'autres encore ont appris à se taire. Pendant ce temps, une autre réalité existait parallèlement à celle de la population ordinaire. Une réalité réservée à ceux qui occupaient les positions les plus élevées dans la hiérarchie politique. C'est ici qu'apparaît l'une des contradictions les plus importantes du système. Les discours officiels parlaient constamment d'égalité et de sacrifice collectif. Pourtant, tout le monde ne vivait pas les mêmes difficultés. Alors que des millions de citoyens attendaient dans les files d'attente pour obtenir des produits de base, certains responsables avaient accès à de meilleures ressources, à de meilleurs logements, à de meilleurs services, à de meilleurs soins. Alors que certains quartiers restaient plongés dans l'obscurité après une coupure de courant, certaines installations continuaient à fonctionner normalement. Peu à peu, deux réalités différentes se sont développées sur la même île. Une réalité pour ceux qui détenaient le pouvoir, une autre pour le reste de la population. Et plus les difficultés augmentaient, plus le maintien du contrôle devenait essentiel pour la survie du système. Car lorsqu'un gouvernement ne peut plus offrir de prospérité, il cherche souvent d'autres moyens de préserver sa stabilité. C'est dans ce contexte que différentes formes de surveillance sociale
se sont développés au fil des années. Des réseaux locaux, des structures de contrôle de quartier, des mécanismes destinés à observer et à signaler certains comportements. L'objectif n'était pas toujours de prévenir une révolte. Souvent, il s'agissait surtout d'empêcher l'apparition d'une opposition indépendante. Très tôt, beaucoup de citoyens ont appris une leçon simple. Parler trop ouvertement peut avoir des conséquences. Un étudiant critique peut perdre certaines opportunités. Un travailleur peut rencontrer des difficultés professionnelles. Une famille peut attirer une attention indésirable. Et le plus efficace dans ce système n'était pas nécessairement la punition elle-même. C'était l'idée que cette punition pouvait exister. Avec le temps, cette pression discrète a influencé les comportements de générations entières. Pendant ce temps, les médias officiels continuaient à raconter la même histoire. Résistance, dignité, victoire future, menaces extérieures, sacrifices nécessaires. Mais la réalité devenait de plus en plus difficile à cacher, surtout pour les jeunes générations. L'arrivée d'Internet a changé quelque chose de fondamental. Même limité, même coûteux, l'accès au monde extérieur a créé une nouvelle situation. Pour la première fois, beaucoup de jeunes pouvaient comparer directement leur quotidien avec celui d'autres pays. Ils voyaient des villes modernes, des salaires plus élevés, des infrastructures fonctionnelles, des opportunités professionnelles, des libertés qu'ils ne connaissaient qu'à travers les récits officiels. Cette comparaison a progressivement affaibli le pouvoir émotionnel des anciens mythes révolutionnaires. La télévision pouvait encore contrôler une partie du discours, mais elle ne pouvait plus contrôler l'imagination. Et lorsqu'une génération cesse de croire que les sacrifices d'aujourd'hui construiront un avenir meilleur demain, le système entre dans une zone dangereuse. Les vieux slogans perdent leur force. Les immenses portraits des figures révolutionnaires restent présents sur les murs. Mais pour beaucoup de jeunes, ils ne symbolisent plus l'espoir. Ils symbolisent l'immobilisme, la fatigue, le passé. Cependant, attribuer toute la responsabilité à quelques dirigeants serait une simplification excessive, car plusieurs décennies de peur et d'adaptation finissent aussi par transformer la société elle-même. Des millions de personnes ont appris à survivre à l'intérieur du système. Certaines participent à la corruption parce qu'elles n'ont pas d'alternative. D'autres évitent complètement la politique. La plupart concentrent leur énergie sur leur famille, leur travail et leurs besoins immédiats. Peu à peu, la survie remplace l'action collective. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le système a duré si longtemps. Non parce que tout le monde y croyait, non parce que tout le monde l'aimait, mais parce que l'épuisement peut parfois devenir plus puissant que la résistance. Les gens se fatiguent. Ils se fatiguent d'espérer. Ils se fatiguent d'attendre. Ils se fatiguent d'être déçus. Ils se fatiguent d'avoir peur. Et pendant ce temps, ceux qui détiennent le pouvoir craignent eux aussi le changement. Car une véritable ouverture pourrait entraîner des enquêtes, des accusations, la perte de privilèges ou des demandes de comptes accumulés pendant des décennies. Le système s'accroche donc au contrôle même lorsque les difficultés continuent de s'aggraver. Comme une personne qui serre très fort quelque chose qui s'effrite déjà entre ses mains. Au final, la réponse à la question de la responsabilité est plus complexe qu'elle ne paraît. La crise actuelle n'a pas été créée par un seul individu. Elle est le résultat d'un modèle entier construit autour du contrôle centralisé. Un modèle qui a progressivement étouffé la même société qu'il prétendait protéger. Un modèle qui a souvent considéré l'obéissance comme plus importante que l'initiative. La loyauté comme plus importante que la créativité. Le contrôle comme plus important que la confiance. Et lorsqu'un pays arrive à ce point, une réalité devient difficile à éviter. Aucune société ne peut avancer durablement lorsque la peur devient plus forte que l'espoir.
et aucune révolution ne peut survivre éternellement lorsque ses propres citoyens cessent de rêver à l'avenir et commencent seulement à rêver de partir. Le signe le plus inquiétant de l'effondrement d'un pays n'est pas forcément la pauvreté. Ce n'est pas non plus l'état des routes, des immeubles ou des infrastructures. Le signal le plus grave apparaît lorsque les jeunes cessent d'imaginer leur avenir dans leur propre pays. Et sur cette île, ce processus est déjà largement engagé. Pendant longtemps, l'isolement a permis au système de survivre. Les informations venues de l'extérieur étaient limitées. Une grande partie de ce que les citoyens voyaient, entendaient ou lisaient passait par des filtres officiels. Le gouvernement contrôlait largement le récit national. Mais le monde a changé. Même avec un accès limité à Internet, même avec des connexions lentes et coûteuses, une nouvelle réalité est apparue. De petites fissures se sont ouvertes dans le mur de l'information. Aujourd'hui, les jeunes peuvent regarder le monde entier depuis l'écran de leur téléphone. Ils voient Miami, Madrid, Mexico, Paris. Ils observent des personnes de leur âge qui voyagent, construisent leur carrière, créent des entreprises, achètent un logement ou planifient leur avenir avec une certaine confiance. Puis, ils lèvent les yeux et ils retrouvent leur propre réalité. Des bâtiments qui se détériorent, des coupures d'électricité, des salaires insuffisants, des magasins souvent mal approvisionnés, des parents épuisés après des décennies de travail sans amélioration significative de leur situation. Cette comparaison permanente produit un effet dévastateur. Pas une destruction physique, une destruction psychologique, la destruction de la croyance dans l'avenir. Car lorsqu'une personne cesse de croire qu'elle peut construire une vie digne là où elle était née, une idée finit par prendre toute la place, partir. Petit à petit, cette idée devient le projet principal d'une génération entière. Autrefois, les jeunes parlaient de profession, de projet ou d'ambition. Aujourd'hui, beaucoup parlent surtout de visas, de frontières, de procédures administratives, de pays étrangers, de possibilités de départ. L'objectif n'est plus de transformer le pays. L'objectif est de le quitter. Certains tentent de partir légalement. Ils économisent pendant des années. Ils cherchent des contacts. Ils préparent des dossiers. D'autres choisissent des chemins beaucoup plus dangereux. Des itinéraires compliqués à travers plusieurs pays, des voyages coûteux, des risques considérables. Et puis il y a ceux qui choisissent l'option la plus désespérée. La mer. Lorsque les touristes dorment dans leurs hôtels ou profitent de la vie nocturne, d'autres scènes se déroulent loin des zones touristiques. Dans l'obscurité, sur certaines plages isolées, des familles préparent des embarcations de fortune. Des barils, du bois, des pneus, des morceaux de métal. Tout ce qui peut flotter devient une ressource. Ces embarcations ressemblent souvent davantage à des pièges flottants qu'à de véritables bateaux. Pourtant, des hommes, des femmes et parfois des familles entières montent à bord, non parce qu'ils recherchent l'aventure, mais parce qu'ils considèrent que rester représente un avenir encore plus inquiétant. Entre l'île et la Floride s'étend une vaste zone maritime devenue, au fil des années, un cimetière invisible. Des tempêtes détruisent des embarcations. Des personnes meurent de déshydratation. D'autres disparaissent sans laisser de traces. Des histoires entières se perdent dans l'océan. Et malgré cela, de nouvelles tentatives continuent. Encore et encore. Parce que lorsque l'espoir disparaît, la peur perd progressivement son pouvoir. Personne ne risque sa vie en mer pour le plaisir. On le fait lorsque la vie sur Terre semble déjà bloquée. Cette situation produit une autre conséquence profonde. Les familles se fragmentent. Des parents regardent leurs enfants partir. Des frères et des sœurs vivent sur des continents différents. Des grands-parents vieillissent loin de leurs proches. Chaque départ crée une nouvelle séparation.
et ces séparations se multiplient d'année en année. Peu à peu, certains quartiers changent de visage. Les jeunes disparaissent progressivement des rues. Les écoles perdent des élèves. Les communautés vieillissent. Les personnes âgées attendent des appels, des messages ou des transferts d'argent venus de l'étranger. Cette évolution crée un paradoxe remarquable. Pendant longtemps, le pouvoir politique a dénoncé l'influence étrangère. Pourtant, l'économie dépend désormais fortement de ceux qui sont partis. Les transferts d'argent envoyés par les émigrés jouent un rôle essentiel dans la survie de nombreuses familles. Cet argent circule ensuite dans l'économie locale. Il soutient la consommation. Il permet d'acheter des produits de première nécessité. Il alimente également différentes structures économiques contrôlées par l'État. Une contradiction supplémentaire apparaît alors. Le système pousse indirectement de nombreux citoyens à partir. Puis, il dépend partiellement de l'argent envoyé par ces mêmes personnes. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. Chaque départ représente également une perte de compétences. Des médecins quittent le pays, des ingénieurs partent, des enseignants cherchent des opportunités ailleurs, des techniciens qualifiés construisent leur avenir dans d'autres sociétés. Progressivement, le pays perd une partie de son énergie humaine. Et lorsqu'une nation perd ses travailleurs les plus qualifiés, ses difficultés s'accélèrent. Les hôpitaux rencontrent davantage de problèmes. Les écoles manquent de personnel. Les infrastructures sont plus difficiles à entretenir. L'économie devient encore plus fragile. Dans le même temps, la population vieillit. Une société vieillissante dépend d'un nombre décroissant d'actifs. Or, cette génération active est précisément celle qui souhaite partir. Le cercle devient alors particulièrement dangereux. Moins de travailleurs, moins de production, moins de ressources, davantage de pénuries, davantage d'émigration, puis encore moins de travailleurs. Le cycle s'auto-alimente. L'énergie constitue également un symbole révélateur de cette dégradation. Les coupures de courant deviennent de plus en plus fréquentes. Dans certaines régions, elles font désormais partie de la vie quotidienne. Des quartiers entiers restent sans électricité pendant plusieurs heures. Les commerces perdent leurs marchandises. Les familles souffrent de la chaleur. Les hôpitaux fonctionnent sous pression. Chaque panne envoie le même message silencieux. Le système dispose de moins en moins de capacités pour maintenir son propre fonctionnement. Mais la destruction du futur ne concerne pas seulement l'économie ou les infrastructures. Elle touche aussi la culture. Cette île a longtemps été connue dans le monde entier pour sa musique, sa littérature, son art et sa créativité. Elle produisait des artistes reconnus, bien au-delà de ses frontières. Aujourd'hui, une partie importante de cette énergie créative existe ailleurs. Beaucoup d'artistes sont partis, d'autres limitent leurs ambitions. Certains adaptent leur travail aux contraintes existantes. Peu à peu, la culture perd une partie de sa vitalité. Elle devient parfois un produit touristique, parfois un outil officiel, plus rarement un véritable espace de liberté. À l'intérieur même de la société, les conséquences psychologiques continuent de s'accumuler. Les jeunes reprochent parfois aux générations précédentes de leur avoir laissé une situation bloquée. Les plus âgés ressentent souvent de la déception ou de la culpabilité après avoir consacré leur vie à des promesses qui ne se sont jamais réalisées. Une fracture émotionnelle apparaît, une société qui peine à faire confiance à ses institutions, mais aussi parfois à elle-même. Et cette perte de confiance est probablement le danger le plus profond. Reconstruire une route est difficile. Reconstruire un hôpital est coûteux. Reconstruire un réseau électrique prend du temps. Mais reconstruire la confiance peut demander des décennies. Car lorsque la peur, la résignation et la méfiance deviennent des habitudes collectives, elles laissent des cicatrices durables. Même si le système disparaissait demain, les problèmes ne s'effaceraient pas instantanément. La transition serait longue, complexe, parfois douloureuse.
Il faudrait réapprendre des réflexes oubliés, réapprendre l'initiative, réapprendre la responsabilité, réapprendre la confiance. Pourtant, malgré toutes ces difficultés, une réalité devient de plus en plus visible. Aucun système ne peut conserver indéfiniment sa stabilité lorsque ces jeunes cessent de croire à l'idée de rester. Et c'est précisément cela qui rend la situation actuelle si préoccupante. La véritable chronologie de la destruction n'est pas écrite dans les discours politiques. Elle n'apparaît pas dans les slogans. Elle se mesure au nombre croissant de personnes qui regardent l'horizon et concluent qu'un risque immense paraît préférable à une vie sans perspective. Car lorsqu'une génération entière commence à chercher son avenir ailleurs, ce n'est plus seulement une crise économique, c'est le futur lui-même qui commence à quitter le pays. Toutes les utopies construites sur le contrôle absolu finissent par rencontrer le même problème. Au départ, elles promettent un monde meilleur. Plus de justice, plus d'égalité, plus de sécurité, plus de dignité. Elles affirment qu'elles connaissent le chemin vers un avenir idéal et qu'il suffit de leur faire confiance. Puis, progressivement, quelque chose change. Le système commence à se fermer. Le contrôle augmente. Les décisions se concentrent entre les mains d'un nombre toujours plus réduit de personnes. Les critiques deviennent suspectes. L'initiative individuelle devient un problème. La liberté devient une menace. Et peu à peu, le système commence à consommer la société qu'il prétendait protéger. C'est exactement ce qui s'est produit ici. Aujourd'hui, le pays ressemble à un corps épuisé qui continue à avancer uniquement par habitude. Les ports fonctionnent au ralenti, les usines vieillissent, les bâtiments se dégradent sous l'effet du temps, de l'humidité et du manque d'entretien. Et des millions de personnes vivent dans un état d'attente permanent. Attendre une amélioration, attendre une stabilité, attendre un changement, attendre un avenir qui semble toujours repoussé à plus tard. La révolution promettait la liberté, elle promettait la prospérité, elle promettait la dignité. Mais pour une grande partie de la population, le résultat visible aujourd'hui est différent. La peur, les pénuries, l'épuisement et surtout la perte progressive de confiance dans le futur. Car le dommage le plus profond n'est pas économique, il est psychologique. Pendant plusieurs générations, les habitants ont appris une leçon extrêmement dangereuse. L'effort ne garantit pas la récompense. Le mérite ne garantit pas le progrès. Le sacrifice ne garantit pas l'amélioration. Lorsqu'une société commence à croire cela, quelque chose d'essentiel se brise. Les infrastructures peuvent être reconstruites, les routes peuvent être réparées, les réseaux électriques peuvent être modernisés. Mais la confiance est beaucoup plus difficile à restaurer. Pendant des décennies, le système n'a pas survécu parce qu'il créait la prospérité. Il a survécu parce qu'il a appris à gérer la pénurie, à organiser la dépendance, à maintenir le contrôle, à convaincre les citoyens qu'ils n'avaient pas d'alternative. Peu à peu, la survie a remplacé l'ambition. Les gens ont cessé de réfléchir à la manière de construire une vie meilleure. Ils ont commencé à réfléchir à la manière de terminer la semaine, trouver de la nourriture, trouver des médicaments, trouver de l'électricité, trouver de l'eau, trouver une solution à un problème immédiat. Lorsque chaque journée devient une succession d'urgences, il devient presque impossible de penser à l'avenir. Même le langage change dans de telles conditions. Des mots comme carrière, projet, opportunité ou développement perdent progressivement leur sens, car ces mots supposent l'existence d'un futur prévisible. Or, c'est précisément ce qui disparaît. Dans le même temps, le système politique est devenu prisonnier de sa propre histoire. Reconnaître l'échec signifierait reconnaître des décennies d'erreurs, de souffrances et d'occasions perdues. Alors les mêmes slogans continuent.
les mêmes discours, les mêmes promesses, même lorsque la réalité raconte une histoire totalement différente. Mais les slogans ne réparent pas les immeubles qui s'effondrent, ils ne remplissent pas les rayons vides, ils n'empêchent pas les jeunes de partir, ils ne redonnent pas confiance à une population fatiguée. C'est pourquoi le pays semble être entré dans une phase particulière de son existence. Le système fonctionne encore, mais il ne progresse plus. Il avance, mais il n'évolue plus. Il parle, mais il convainc de moins en moins. Il survit, mais il ne se développe plus. Pendant ce temps, une grande partie de la population a déjà quitté mentalement cet univers. Beaucoup continuent à participer aux rituels officiels, à travailler, à respecter certaines règles, mais souvent par nécessité plutôt que par conviction. Un fossé silencieux s'est créé entre ce que les gens montrent en public et ce qu'ils pensent réellement en privé. Tout le monde voit les contradictions, tout le monde comprend les difficultés, mais très peu de personnes possèdent le pouvoir de modifier la situation. Dans cet espace entre la conscience et l'action, la stagnation devient permanente. Et aujourd'hui, la force principale qui maintient encore l'ensemble debout n'est plus l'idéologie. Ce n'est même plus la peur, c'est la fatigue. Une fatigue collective. Une fatigue accumulée pendant des décennies. La fatigue d'attendre, la fatigue d'espérer, la fatigue d'être déçu, la fatigue de recommencer chaque jour la même bataille. Pourtant, une autre force agit dans la direction opposée, l'émigration. Chaque année, davantage de personnes partent, des travailleurs, des étudiants, des médecins, des ingénieurs, des enseignants, des entrepreneurs, des jeunes qui devraient normalement représenter l'avenir du pays. Le résultat est prévisible, moins de travailleurs qualifiés, moins de production, moins de ressources, davantage de difficultés, puis davantage de départs. Le cycle se nourrit lui-même, et le paradoxe devient presque tragique. L'argent envoyé par ceux qui sont partis aide à maintenir en vie ceux qui restent. Le système critique l'extérieur tout en dépendant financièrement de lui. Il ne peut pas s'en détacher, mais il ne parvient pas non plus à s'y intégrer pleinement. Il reste coincé entre deux réalités, ni totalement isolé, ni véritablement ouvert, ni stable, ni capable de se transformer. Pendant ce temps, la culture elle-même s'affaiblit. Une partie de l'énergie créative qui faisait autrefois la renommée de l'île existe désormais ailleurs, dans les communautés expatriées, dans les villes étrangères, dans les vies reconstruites loin du pays. À l'intérieur, ce qui domine de plus en plus est une forme de lassitude. Une population qui se souvient parfaitement de ce qui lui avait été promis et qui voit chaque jour ce qui a réellement été obtenu. L'écart entre la promesse et la réalité est devenu l'émotion centrale de toute une société. Ce n'est plus la colère, ce n'est plus l'espoir, c'est la résignation. Une résignation lucide. Une conscience silencieuse que le système actuel ne semble plus capable d'offrir un avenir différent. Pourtant, l'histoire montre que ce type de système ne disparaît généralement pas de manière progressive. Il paraît stable pendant longtemps. Puis, il atteint soudainement un point de rupture. Car les mêmes pressions qui le maintiennent debout finissent aussi par l'affaiblir. Et lorsque suffisamment de personnes décident que rester n'a plus de sens, quelque chose change irréversiblement. La structure perd progressivement sa stabilité intérieure. Le changement devient alors inévitable, même si personne ne peut prédire exactement sa forme. La transition, elle, ne sera probablement pas simple. Les blessures accumulées sont profondes. La méfiance est ancienne. Les habitudes de dépendance sont enracinées. Reconstruire prendra du temps. Peut-être une génération. Peut-être davantage. Mais au final, l'image qui reste n'est pas celle d'un effondrement spectaculaire. C'est quelque chose de plus inquiétant. Un système qui continue d'exister
alors qu'il a déjà perdu son avenir. Une société qui fonctionne encore aujourd'hui pendant que de plus en plus de ses habitants préparent leur vie ailleurs. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de toute cette histoire. Aucun système, aussi puissant soit-il, ne peut survivre éternellement lorsque ses citoyens cessent de croire qu'ils ont une place dans son futur. Car lorsqu'un peuple ne rêve plus de construire demain, mais seulement de s'échapper, le déclin n'est plus une possibilité. Il est déjà en cours.